Bonjour, bienvenue au musée Georges Labie, ici à Toulouse, au musée des Antiquités égyptiennes et d'art asiatique de la ville de Toulouse. Aujourd'hui, je vous accueille dans cette salle consacrée à la collection japonaise du musée. C'est une collection dont la plupart des pièces ont été ramenées par Georges Labie lui-même à la fin du XIXe siècle. Nous allons partir aujourd'hui donc pour un petit voyage au Japon, puisque nous allons partir au Japon de l'époque Edo. Donc l'époque Edo, c'est cette époque qui commence aux environs de 1600 et qui se finit vers 1868 pour entrer dans l'ère Meiji. Donc l'époque Edo, c'est une époque féodale où ce n'est plus l'empereur qui a le pouvoir, mais un shogun, et il y a ensuite tout un système de vassalité comme on l'a connu, nous, au Moyen-Âge, en France un petit peu. Donc c'est dans ce contexte que l'on voit éclore une culture des arts et de l'artisanat d'art qui vont vraiment atteindre, pas leur apogée, mais en tout cas une période vraiment tout à fait exceptionnelle. Et la plupart des pièces que Georges va ramener à la fin du 19e datent de cette époque, même de la fin de l'époque Edo, donc du 19e siècle. C'est une époque, l'époque Edo, au cours de laquelle le Japon est volontairement, politiquement coupé du monde. Donc on va, nous aussi, occidentaux, redécouvrir en quelque sorte le Japon et découvrir sa culture à la fin du 19e grâce à ses premiers voyageurs. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous emmener à la rencontre de quelques enfants de l'époque Edo, puisqu'on en a quelques témoignages dans nos collections. À commencer par des témoignages que l'on va trouver sur des estampes, celle-ci par exemple. Donc les estampes, ce sont des images à l'encre qui ont été imprimées sur papier grâce à un dessin gravé sur une plaque de bois. Donc ces estampes ont été reproduites d'assez nombreux exemplaires. Elles vont connaître un très grand succès à l'époque Edo et un succès au moins aussi important à partir de la fin du 19e siècle parmi les collectionneurs et les artistes occidentaux qui vont donc les faire venir du Japon. Alors cette estampe ici de Kumiyoshi, c'est une estampe sur laquelle on voit une mère avec son tout petit blotti contre elle. Alors on ne le voit pas très bien parce qu'il est de dos, on voit bien sa tête, on en reparlera, il va saisir le sein de sa mère. Et cela me donne l'occasion de vous parler un petit peu de ce qui encadre la naissance traditionnellement au Japon, la naissance à l'époque Edo. Alors il faut savoir pour commencer que l'enfant, avant même sa naissance, dès le 5e mois de grossesse, est confié à un kami, c'est-à-dire à un esprit protecteur qui va veiller sur lui. On pense bien sûr dans cette démarche aussi à la forte mortalité infantile, mortalité des mères d'ailleurs aussi, mais à forte mortalité infantile. Donc les kamis sont là pour assurer que la grossesse, la naissance et les premiers mois, les premières années même de l'enfant se passent bien. Ce kami peut être matérialisé par une pierre que l'on va déposer devant la maison et devant laquelle on va faire des offrandes durant toute la grossesse, avant la naissance de l'enfant. L'accouchement est très privilégié puisque la mère va être isolée avec la sage-femme au moment de l'accouchement et elle va d'ailleurs rester isolée durant tout le premier mois qui suit la naissance. Alors la sage-femme est très importante et elle va garder un lien avec la famille, c'est quasiment un membre de la famille. La famille est une notion très élargie à l'époque Edo, ce sont des clans en fait dans cet Edo féodal. Et la sage-femme en fait vraiment pleinement partie. L'enfant va garder un lien avec la sage-femme et devra, au même titre que ses parents, à ses grands-parents, devra le respect à la sage-femme qui l'a aidé à naître. Alors on voit ici qu'au pied de la mère sont disposés différents objets et notamment une forme de hochet très certainement et une espèce de petite poupée qui sont peut-être de fabrication maison, je dirais en tout cas de fabrication locale. C'était très généralement le cas. On avait globalement assez peu de jouets, mais des petites choses comme ça qui vont amuser les tout petits. On fabrique également des jouets en bois
des poupées, notamment surtout dans le nord du Japon, où avec le bois donc des arbres locaux, on fabrique des poupées qui sont connues parce qu'elles n'ont ni bras ni jambes, ce sont des formes extrêmement simples de poupées. Elles sont connues encore aujourd'hui parce qu'elles sont promises à un bel avenir. Vous connaissez peut-être ces poupées kokeshi, qui sont donc les poupées que l'on fabriquait aux enfants de l'époque Edo, améliorées aujourd'hui, mais qu'on collectionne aussi. Alors, le tout petit, donc revenons à ce petit enfant qui est ici, et à sa tête que l'on voit donc très bien et qui est quand même assez curieuse de par la coiffure qu'elle nous montre ici. En fait, il est rasé de curieuse façon. Alors en effet, dès le 7e jour de vie de l'enfant, on rasait plus ou moins totalement le crâne. Il y avait plusieurs raisons à cela. D'abord des questions d'hygiène. Alors, j'allais dire qui était finalement relative parce que la façon dont on pratiquait le rasage, avec des outils qui n'étaient pas désinfectés bien sûr, et avec également des coupures qui étaient provoquées sur le crâne dans l'enfant qui pouvaient s'infecter. Bon, le côté rassurant de l'hygiène était peut-être à modérer un petit peu. Alors on disait d'ailleurs que les croûtes qui pouvaient se former à ce moment-là sur le crâne de l'enfant le protégeaient des maladies. Bon. Je n'épiloguerai pas, je ne sais pas. L'autre raison donc, de ces coiffures, là, je mets des guillemets, est une raison liée justement aux esprits parce que l'on mettait la forte mortalité infantile sur le compte des mauvais esprits, des démons, dont on disait qu'ils jalousaient l'arrivée des enfants dans les familles et qu'ils venaient en fait enlever les enfants à leur famille lorsque les tout petits venaient à décéder. Et donc pour éviter cela, on essayait de détourner l'attention des démons des enfants en faisant passer les enfants pour des petites choses insignifiantes, donc on en laidissait volontairement, et ou que l'on transformait en petits animaux en leur faisant pousser des espèces de cornes. Vous voyez qu'il a des petites touffes de cheveux qui sortent un petit peu partout, aux côtés de cette tonsure sur le haut du crâne vraiment très particulière. Voilà, pour faire croire que c'est une petite chose, un petit animal qui traîne comme ça dans la maison et qui finalement n'a pas grand intérêt. Le démon peut passer son chemin, il ne manque rien en fait. Et donc l'enfant gardait ce type de coiffure les premières années de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à environ 7 ans, très certainement, qui, comme chez nous, vous connaissez peut-être l'âge de raison, apparaît comme un âge effectivement charnière. Alors, on voit ici que la mère s'apprête à allaiter l'enfant. Elle a entrouvert son kimono pour que l'enfant saisisse le sein. Alors, je dis enfant et plus bébé parce qu'en fait, en y regardant bien, on voit qu'il a l'air quand même un petit peu grand déjà. C'est plus un tout petit bébé. Et effectivement, les enfants étaient allaités jusqu'à facilement 4-5 ans. Alors, soit par la mère exclusivement, soit par une nourrice, soit par les deux. Alors on voit ici une image un peu surprenante, c'est vrai, je vais vous en dire quelques mots, mais c'est une image d'une nourrice avec le petit garçon sur lequel elle a veillé, sur lequel elle veille au moment de cette histoire. Et les nourrices ont un rôle également très important. Comme les sages-femmes, l'enfant reste en lien avec elles font vraiment partie du clan de la famille. Et on voit ici, donc, c'est une histoire qui nous est racontée ici, une histoire très connue dans le Japon traditionnel. C'est l'histoire de Botaro, Tamiya Botaro, le petit garçon que vous voyez ici, dont le père a été assassiné. Bon, c'est une histoire de vengeance, chose complexe. Et il va être élevé donc par sa nourrice qui va donc déjà elle va s'enfuir avec lui, elle va le protéger, le cacher et finalement elle va se sacrifier, s'offrir à la cascade. Il y a différentes variantes, mais généralement on trouve cette variante là. Elle s'offre à la cascade pour sauver, obtenir le salut de ce petit garçon sur lequel elle veille. Alors je disais, les enfants et la mère restent isolés durant tout le premier mois. On va, dès la naissance, remercier le kami en faisant cuire du riz dont on va faire boire l'eau de cuisson, quelques gouttes en tout cas au nouveau-né. La mère et la famille vont partager le reste du riz. Et puis,
au premier mois de vie de l'enfant, on va le présenter justement à la famille, au clan qui va l'accueillir. À partir de là, il y aura des sorties. Les premiers pas de l'enfant vont être accompagnés par une cérémonie que je trouve assez jolie, puisqu'on va lui faire symboliquement traverser un petit pont, de manière à ce que ses pas soient assurés durant toute sa vie. Alors, l'enfant va grandir essentiellement dans l'entourage de la mère et des femmes de la maison. On voit ici sur cette estampe une femme, on est dans un intérieur, il y a un paravent ici au premier plan sur lequel ont été jetés des kimonos. On voit les fameuses cloisons, on appelle les cloisons japonaises, à juste titre, de papier ici qui modulent l'intérieur. Au premier plan, une femme est en train d'allumer une lanterne. Elle est dans l'intimité de son quotidien. Elle a jeté un très simple kimono, peut-être un yukata, sur ses épaules, qui se défait très largement, laissant apparaître une bonne partie de sa poitrine. Et à l'arrière, au second plan, on aperçoit un petit garçon qui jette un œil, qui observe la femme en train d'allumer la lanterne. Et il n'y avait pas d'école. On était entouré par les femmes de la maison, mère, grand-mère, etc. Si c'était pas possible, eh bien on confiait l'enfant à la grande sœur, voire même à la fille des voisins. Donc on a aussi des images où on voit les petites filles transportant les petits frères sur leur dos une bonne partie de la journée. L'enfant est vraiment collé comme ça aux femmes de la maison ou du voisinage du clan, finalement. L'école apparaîtra à l'époque Meiji, sera obligatoire à l'époque Meiji. Alors on apprend quand même des choses, on apprend quand on est un garçon le métier de son papa, que l'on va donc reprendre à sa suite. Donc c'est un apprentissage pratique et un apprentissage également des traditions, des rituels qui occupent l'année de la famille, du clan et de tout le voisinage, de tout le quartier. Alors on parlait tout à l'heure des jouets qui accompagnaient notre tout petit ici, Hoché et Poupée. Les artisans japonais se sont spécialisés au milieu du 19e siècle dans la fabrication justement de jouets en bois, de tout petits jouets très animés, des personnages, plein de détails, parfois d'humour. On va retrouver ça sur la collection de Netsuke et d'Okimono Kunichi. Ce ne sont pas des jouets. Les okimonos, vous avez par exemple ici, ce sont des petites pièces d'ivoire, de bois de cervidé qui permettent de décorer, comme on le voit finalement ici dans le musée. Les Netsuke, eux, sont attachés à un cordon, relié également à une boîte qui est transportée à la ceinture en passant sous la ceinture du kimono, sous l'obi. Donc les Netsuke ont des trous dessous qui permettent de passer le cordon de manière à les attacher. Mais de manière générale, ce sont les mêmes thématiques que l'on voit, des thématiques liées à la nature et des personnages très animés qui racontent soit des légendes, soit le quotidien justement. Et dans ce quotidien, on retrouve le quotidien des enfants qui jouent. Le jeu est très important. Alors, sachez que jusqu'à 7 ans, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, on l'a confié à un kami protecteur, et contrarier l'enfant, c'est contrarier le kami. Donc on ne contrarie pas l'enfant durant ces 7 premières années. Je vous laisse libre d'imaginer. Bon, alors en revanche, à 7 ans, ça c'est terminé. On constate même que les démonstrations de tendresse sont quasi inexistantes passé 7 ans. Alors le jeu est aussi très mis en valeur, le jeu libre de l'enfant, parce que porté par l'enseignement de Confucius. Donc en Chine, Confucius, 6e siècle avant notre ère déjà, va prôner le jeu pour le bon développement des enfants. Donc on a ici dans la collection du musée un vase chinois qui montre justement des enfants en train de jouer. Alors ils jouent à quoi? Ils jouent tout simplement ici avec un poisson qu'ils ont attrapé, qu'ils mettent dans un pot. Les jeux donc, de nos enfants japonais de l'époque Edo, c'est cache-cache, des jeux d'extérieur qu'on a toujours nous aussi aujourd'hui. On joue avec des cerfs-volants, on joue avec des toupies. On joue à partir du moment où
les Occidentaux arrivent au Japon, on joue également avec les découvertes que l'on fait. On interroge les Occidentaux pour leur demander l'heure, pour le plaisir de voir leur montre, et les enfants font des paris pour la couleur de la montre du monsieur qu'on a interrogé, ou ce genre de choses. Bon, et on laisse l'enfant développer sa créativité. Alors on va retrouver ça sur nos Netsuke. Avec des enfants, ma foi, assez facétieux. On a ici 2 enfants qui jouent, un plus grand très certainement, qui a mis le second dans un sac et qui est en train de le trimballer dans son sac. C'est de l'ivoire. Vous voyez la finesse des réalisations de ces objets, les détails, la richesse des détails, les visages qui sont extrêmement bien rendus, les expressions des visages. On a également des enfants ici sur un petit Netsuke qui sont en train de jouer avec un chien. Tous les enfants jouent avec les chiens, mais le chien c'est aussi un symbole lié à l'enfance. Les enfants dormaient volontiers avec une petite figure de chien en bois que l'on glissait sous leur tête pour les protéger. Donc on retrouve certainement cela aussi ici. Et moi j'aime beaucoup celui-ci qui est un enfant qui joue avec un masque. C'est un très joli Netsuke en ivoire et coloré avec la technique de la laque de noir et de rouge. Il y a dans son dos un nœud rouge, et on voit sur le côté le petit œil amusé et coquin de l'enfant qui se cache derrière le masque. Le masque faisait partie des cadeaux qu'on pouvait donner justement aux enfants pour jouer. Et puis on a un enfant ici qui est assis à côté d'une figure qui a une drôle de forme, un personnage tout rond. C'est l'évocation de Daruma. Donc Daruma, c'est un sage, c'est celui qui a introduit ce qui va devenir au Japon, donc c'est un sage indien, mais qui va introduire ce qui devient le bouddhisme zen au Japon. Et Daruma donc, a médité pendant 9 années face à un mur intensément, et on dit que au cours de ces 9 années, ses bras et ses jambes se sont totalement atrophiés. Donc on le représente sans bras ni jambes, tout rond finalement comme ça, avec un visage souvent très expressif, un peu sévère, avec de gros traits. Et souvent, c'est pas le cas ici, mais souvent sans yeux. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui encore on a au Japon des poupées de bois, des figurines de bois qui représentent Daruma, et on dit qu'il faut dessiner, peindre soi-même un œil lorsqu'on fait un vœu, et peindre le second œil, donc on les voit ici, lorsque le vœu s'est réalisé. Alors c'est pas n'importe quel vœu, plus exactement c'est un souhait de quelque chose qu'on veut réaliser soi-même, un objectif comme on dirait aujourd'hui qu'on s'est posé. Donc on peut offrir des poupées Daruma aux enfants pour qu'ils accomplissent comme ça certaines choses. Et puis juste au-dessus, pour finir avec ces Netsuke, vous avez un autre joli Netsuke qui illustre lui justement une légende qui fait intervenir un enfant et le côté merveilleux de l'enfance. Cette légende, c'est celle de Shokaro, donc le personnage du vieillard que vous avez ici sur notre droite, qui est un des 8 immortels. Il y a aussi une tradition qui vient de Chine. Et ce vieillard a une gourde de laquelle il fait surgir un cheval. Il transporte son cheval dans sa gourde, non l'inverse. Et donc c'est évidemment quelque chose de complètement extraordinaire. Et on voit ici le petit garçon qui assiste à cela et qui est à la fois émerveillé et effrayé. Les deux sentiments sont rendus dans ce tout petit visage d'ivoire avec la finesse, la fragilité, la difficulté de sculpture du matériau, avec ses grands yeux émerveillés. Donc ça, c'est des plus jolis Netsuke de la collection. On peut regarder aussi le cheval qui est vraiment totalement en vie, en action dans la vitrine, ici au sortir de la gourde. Toute une animation et des personnages qui inspirent d'ailleurs aussi encore beaucoup les artistes aujourd'hui, notamment les artistes du manga ou du film d'animation. Les enfants sont quand même associés à de nombreuses fêtes, y compris au Japon, et peut-être surtout au Japon. Leur premier anniversaire, déjà, qui est une très grande fête. Et puis, une fête
des fêtes rituelles au cours de l'année auxquelles ils vont être associés, et ce sont d'ailleurs les enfants qui ont grandement permis le maintien de ces traditions au moment du passage de l'ère Edo à l'ère Meiji. On a associé les enfants à la conservation de ces traditions. Les enfants profitant des grandes fêtes pour aller, pour s'amuser bien sûr, faire voler des cerfs-volants, faire éclater des pétards, mais également pour aller vendre des petites choses dans les rues, des petits gâteaux, etc., pour avoir quelques sous pour s'acheter d'autres jouets. Alors, on a fêté il n'y a pas très longtemps au musée, on vous y a associé la fête des filles Namatsuri, la fête des poupées. Voilà ici le pendant de cette fête des filles, qui est la fête des garçons. Donc, il se fête le 5 mai, le 5e jour du 5e mois, très exactement. Cette fête de Kodomo-nori, qui a longtemps été une fête réservée au milieu des samouraïs. Lorsqu'un samouraï avait un héritier mâle qui naissait, on disposait devant la maison des symboles des samouraïs, donc des armures, des armes, et très souvent des poupées, telles que celles que vous voyez ici, qui représentaient justement des samouraïs, tout équipés, tout en armure. Et puis la tradition est passée un petit peu tous les milieux. On a posé donc ces poupées en l'honneur des petits garçons de la maison, devant les maisons. La fête s'est développée, on a associé d'autres rituels, dont celui que vous connaissez peut-être, qui fait voler une carpe de tissu ou de papier devant la maison. Donc on voit ici en haut de l'estampe la queue de la carpe, de la bannière carpe, qui est en train de flotter accrochée à son mât devant la maison. Ces carpes sont des porte-bonheur pour les enfants, puisque on raconte qu'une carpe avait remonté tout l'immense fleuve jaune en Chine pour finalement, avec force, énergie, remonter les courants, et pour finalement s'envoler, et en récompense de sa ténacité, elle a été transformée en superbe dragon. Et ces carpes vont être associées aux enfants, puisque tous les parents espèrent de la même façon que leurs enfants aient énergie, volonté, courage, chance aussi sans doute, pour affronter les difficultés de la vie, remonter les courants et s'épanouir, devenir de magnifiques dragons. C'est aussi une très jolie tradition. On voit ici sur l'estampe, une estampe anonyme ici, un groupe d'enfants qui s'avancent pour profiter de la fête, avec déjà des éléments d'armure qui leur ont été remis. Ce sont des petits garçons qui, donc on leur a fait des cadeaux liés au monde des samouraïs. Et la famille est là, qui va également participer à la fête, y compris les plus jeunes enfants de la maison, qui sont bien sûr présents également, les mères, etc. Alors cette fête, depuis 1948, est officiellement au Japon la fête des enfants. Donc plus seulement des garçons, mais la fête des enfants. C'est un jour national férié. Donc toutes les villes et toutes les familles participent à cette fête. C'est dans le contexte de cette fête que je vais vous laisser avec ce très beau message, il me semble, des carpes. J'espère que cela vous aura plu, cette petite découverte vous aura plu, que vous reviendrez dès que possible au musée voir ces différentes œuvres. Et d'ici là, à bientôt en visite filmée.